L'information sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi 26 juillet 2021. Le sommaire de cette édition présidentielle 2021, Elekam a levé le voile sur la liste de candidats à la magistrature suprême pour le scrutin du 12 octobre prochain, tandis que les projets de société de certains partis politiques à l'instant de celui du FSNC suscitent déjà interrogations et débats sur la scène politique nationale. Les précisions en ouverture de ce journal. Nous parlerons également économie. La visite du Premier ministre Joseph Dione Ngouti à Boya soulève des interrogations sur l'avenir de la Sonara, avec des rumeurs persistantes sur son éventuel abandon au profit de la future raffinerie de Kribi. La réponse dans ce 20h, c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 émettant depuis Garoua, présidentielle 2021, et les CAM dévoilent les prétendants. Les programmes font débat. La course à la présidentielle 2021 a officiellement démarré avec la publication par Elekam de la liste des candidats à la magistrature suprême pour le scrutin du 12 octobre. Alors que les ambitions s'affichent, les projets de société, notamment celui du FSNC d'Issa Chiroma Bakary, animent déjà le paysage politique national, soulevant interrogations et réflexions sur les orientations futures. Les précisions avec Cyril Igre. Issa Chiroma Bakary est très confiant au moment de se lancer dans la course. Nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Mais le ministre démissionnaire n'entend pas gouverner seul s'il remporte la présidentielle. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Une fois élu, Issa Chiroma Bakary entend rapidement se pencher sur la question du code électoral qui divise tant les Camerounais. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le désormais candidat mettra un point d'honneur aux questions relevant de ce domaine d'activité. Offrir à chaque Camerounais un métier, une profession qui fera de lui un bâtisseur de l'émergence de la nation. Signer une charte d'éthique nationale, limitation des mandats, transparence, vérité et réconciliation. Pour réaliser ces objectifs, Issa Chiroma Bakary n'a pas besoin de beaucoup de temps. Un mandat suffira. Un mandat unique de transition, un mandat unique de transition. Mais bien que confiant, le président national du FSNC n'est pas insensible aux attaques dirigées contre son parti politique. Je dirige un parti politique qui fait l'objet d'attaques constantes de la part du parti au pouvoir. Vous-même, vous êtes témoin. Comment peut-on créer un parti politique en 24 heures? 24 heures. Comment peut-on créer un autre parti politique en 3 jours? Après près de 20 ans de collaboration, Issa Chiroma Bakary est désormais face à ses anciens alliés. Le président national du FSNC se présente comme le candidat de la transition. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal en ouvrant la page de l'économie. La visite du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouti, à Boya, dans la région sud-ouest Cameroun, soulève des interrogations sur l'avenir de la Sonara, avec des rumeurs persistantes sur son éventuel abandon au profit de la future raffinerie de Kribi. Malgré les assurances du Premier ministre, les inquiétudes continuent sur le projet de réhabilitation et la construction d'une nouvelle raffinerie à Kribi. Reportage Cédric Dingue. En mai dernier, alors que la polémique enfle autour de la possible création d'une nouvelle raffinerie au détriment de la Sonara, le Premier ministre Joseph Dione Ngouti, en visite à Boya, coupe court et rassure.
J'ai entendu des gens dire que notre pétrole allait être raffiné à Kribi, mais ce n'est pas vrai. Techniquement, ce n'est pas possible. Actuellement, la Sonara ne peut pas raffiner notre pétrole. Le défi maintenant est de transformer la Sonara de telle sorte que le premier challenge soit de raffiner notre pétrole. Sauf que voilà, quelques mois plus tard, la cérémonie de pose de la première pierre de la raffinerie de Kribi a bel et bien lieu. Et les craintes semblent devenir réalité, laissant un goût amer aux populations du sud-ouest, comme David Mahénié Gallet. Il était catégorique sur le fait que techniquement, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une autre raffinerie à Kribi, que c'était des rumeurs, vous voyez un peu. Et donc, je crois qu'il avait raison. Techniquement, ce n'était pas possible. Mais seulement, il avait oublié qu'il y a une volonté politique. Et ce n'est pas lui qui définit la politique de la nation. Entre certitude, déclarations sous fond de campagne et couloirs du sérail, David Mahénié Gallet en est persuadé. Le Premier ministre s'est lui aussi fait doubler. Persuadé, voyant la manière donc avec laquelle le Premier ministre avait insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir une raffinerie à Kribi, je me dis qu'il n'était pas au courant, vous voyez. S'il était peut-être au courant, il allait le dire peut-être autrement. Mais la manière avec laquelle il a insisté, je suis persuadé qu'il n'était pas au courant. De nouveau dans la ville de Buea, les raisons de la présence du Premier ministre demeurent peu connues. Mais de nombreux observateurs s'interrogent. Joseph Diongouté serait-il venu dans l'espoir d'arrondir les angles? Restons toujours dans l'économie, mais cette fois-ci pour parler du réseau des acteurs de la formation agro-pastorale et rurale du Cameroun, qui a désormais un nouveau bureau exécutif chargé de redonner à ce secteur toute sa vitalité et son importance. Suite à son élection et installation le 23 juillet dernier, ce réseau a pour obligation de relever le défi de valoriser et de dynamiser ce secteur vital pour l'économie nationale. Les précisions avec Andoline Stella Ando. Je vous laisse ça ce jour. Et je deviens le président. Une jeunesse dynamique, des aînés expérimentés et la gente féminine incluse. Le bureau exécutif du réseau des acteurs de la formation agricole au Cameroun doit veiller à une formation agro-pastorale et rurale organisée, plus professionnelle et avec une reconnaissance internationale. Un défi énorme, c'est construire la formation agricole sur les acquis du programme AFOP. Que la pérennisation des acquis du programme AFOP soit porté désormais par FACAM en tant qu'animateur de ce processus. Et nous aurons à ce moment conservé tout ce que nous avons fait en près de 15 ans au Cameroun en matière de formation agro-pastorale et halieutique. Pour ce nouveau départ, 6 hommes et femmes ont été désignés dans un processus consensuel, signe de paix et d'harmonie future. C'était l'objectif recherché par le bureau exécutif sortant afin de laisser le flambeau à une équipe soudée, solide et tournée vers le développement de la formation agro-pastorale au Cameroun. Je suis satisfait parce que ce bureau, à partir de son président, qui est notre père, sera un bureau qui va travailler en équipe. Sera un bureau où on va tenir compte de toutes les générations. Sera un bureau où on va considérer aussi la compétence, l'expertise et l'expérience de chacun. Membre de phare international, le réseau des acteurs de la formation agro-pastorale et rurale du Cameroun compte en son sein des cadres du Minader et du Minepia, les promoteurs de centres de formation agro-pastorale, les moniteurs des programmes nationaux et internationaux tels que le PCP-AFOP, ainsi que des professionnels sortis des différentes écoles nationales et internationales d'agriculture. Et cette assemblée générale élective marque la 3e phase de la restructuration de FACAM, après le diagnostic du secteur et sa restitution, ainsi que l'élaboration de nouveaux textes de fonctionnement. Place donc au travail. À l'international, les affrontements entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 33 morts selon un dernier bilan
Le Cambodge a réclamé hier vendredi un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avec la Thaïlande lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. 35 000 personnes sont obligées de fuir au Cambodge et plus de 138 000 en Thaïlande où se sont rendus nos reporters Cyril Le Charpentier et Guillaume Gossalp. Exténués par 2 jours de bombardements intensifs, ils sont 7 000 à avoir trouvé refuge dans ce centre d'évacuation. Depuis le début des combats entre la Thaïlande et le Cambodge, les civils se sont retrouvés piégés en pleine zone de guerre. Ce Thaïlandais et sa famille vivaient dans un des premiers villages touchés par les tirs cambodgiens. Les tirs ont rapidement commencé, entre 8h et 9h du matin. Et ça a continué et continué. La dernière fois que ça a tiré, j'ai entendu 10 rafales. Ici, les secours s'organisent. Des dizaines de volontaires organisent des distributions d'eau et de nourriture. L'occasion pour la coalition au pouvoir de soigner son image, fragilisée par cette crise avec le Cambodge. En tant que Thaïlandais, nous voyons que notre peuple souffre, alors nous leur apportons notre soutien. Il faut que l'on s'entraide. Une fois la nuit tombée, des tirs d'artillerie se font parfois entendre. À 30 km de la ligne de front, des villages entiers sont désertés. Pourtant, certains refusent toujours de fuir. J'aimerais évacuer moi aussi, mais je suis inquiet pour ma maison. J'ai peur que tes voleurs viennent à pied. Hier, je me croyais encore en sécurité, mais aujourd'hui, j'ai vraiment peur. Si les combats continuent, je crois qu'il faudrait mieux partir. Pour ce grand-père et son petit-fils, la nuit risque d'être longue. Depuis le début des combats, au moins 14 civils thaïlandais ont perdu la vie. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal, mais cette fois-ci du côté de l'extrême nord Cameroun, où une situation alarmante prévaut, caractérisée par une précarité croissante de la vie des déplacés internes. Face à l'aggravation de l'insécurité et à la famine qui se vit dans certaines zones, de nombreuses familles sont contraintes de migrer chaque mois en quête d'une vie meilleure. Mais cependant, leur arrivée dans les zones d'accueil est souvent synonyme de désillusion, tant les conditions de vie y sont précaires et les ressources limitées. Suivons le récit de Christian Auré. L'extrême nord du Cameroun, une région durement touchée par la violence de la secte Boko Haram. Ici, la vie des déplacés internes est marquée par la souffrance et la précarité. Les femmes, mères de famille, se battent chaque jour pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Beaucoup d'entre elles sont contraintes d'effectuer des tâches ménagères pour un salaire dérisoire. À la fin du mois, leurs maigres gains ne suffisent même pas à amortir leur famille. Face à l'insécurité grandissante, de nombreuses familles migrent chaque mois vers des zones qu'elles estiment plus sécurisées. Les chefs traditionnels ont eu pitié de nous et nous ont donné un lopin de terre, mais seulement pour y habiter, pas pour cultiver. Si tu veux accéder à un champ, tu dois louer et c'est trop cher. Il faut au moins 40 000 francs CFA et même avec ça, tu ne t'en sors pas. Cependant, cette quête de refuge ne fait qu'ajouter à leur souffrance. Les conditions de vie dans les camps sont précaires, manque d'eau potable, accès limité aux soins médicaux et insécurité alimentaire croissante. Les organisations humanitaires tentent d'apporter un soutien vital. Nous accompagnons ces femmes à sécuriser toutes les transactions foncières à travers la signature des contrats de location, à travers la signature de contrats de bail qui réduisent, n'est-ce pas, les cas d'expulsion forcée et les cas de double location, y compris les cas d'occupation secondaire. La situation des déplacés internes au Cameroun reste préoccupante. Il est donc impératif que la communauté internationale s'implique davantage pour apporter un changement durable et redonner espoir à ces populations vulnérables.
Découverte macabre à Konsamba, une scène bouleversante s'est déroulée le 25 juillet dans la ville de Konsamba où un corps sans vie a été retrouvé dans des circonstances encore non élucidées. Une affaire qui plonge la population locale dans l'émoi et soulève de nombreuses interrogations. Les détails dans ce récit de Laurent Diotio. Sous une pluie battante, dans ce cercueil de couleur blanche, se trouve le corps de Ismaël, âgé d'environ 27 ans, en état de décomposition. Il a été retrouvé mort dans une maison abandonnée au quartier Lonko, dans l'arrondissement de Konsamba 1er. Tout est parti des odeurs qui polluaient l'entourage. Désherbé. Bon, dès que j'arrive, j'ai une forte odeur. Je vais donc dans la deuxième chambre, je vois que l'eau couchée à même le sol. Puis j'ai donc fait le coup au commissariat. C'est les odeurs qui m'ont attiré. Ouais, c'est les odeurs qui m'ont attiré parce que ça va que le docteur m'a ouvert. Puis ça sentait déjà. Parti de la maison depuis plusieurs jours, le jeune homme était déjà recherché par les membres de sa famille. J'ai demandé à tout le monde qui le connaissait si on l'avait vu. On disait qu'on ne le connaît pas. Mardi matin, je suis sortie de la maison à 5 h. Je suis partie là où le gars et on vend des cigarettes là. J'ai demandé si on a vu un gars qui a dit qu'il a vu ça faisait 3 jours, donc ça veut dire qu'il manquait. Il n'a pas fait signe de vie depuis. Je ne faisais que demander, me renseigner partout. Après les enquêtes ouvertes par le commissariat du 1er arrondissement de Konsamba, le corps a été rangé dans ce cercueil par les éléments du corps national des sapeurs-pompiers en présence des autorités et remis à la famille pour inhumation. Insécurité grandissante, une affaire de kidnapping virtuel a été déjouée grâce à une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les cybercriminels avaient kidnappé une jeune femme et demandant une rançon de 5 millions de francs CFA à ses proches. Mais leur stratagème a été découvert et ils ont été démasqués par les forces de maintien de l'ordre. Un récit de Nathan Amogo. C'est une véritable association de malfaiteurs composée d'un binôme, Kopa Tokwa William alias Don Juan et Nubisi Mathieu Ndi alias Balthazar, spécialisés dans le kidnapping des femmes et leur terrain de chasse, Facebook. Il s'agit d'une dame dénommée Tata, qui a été kidnappée alors qu'elle était en négociation d'affaires avec monsieur Kopa William et William. Les deux ont entrepris des négociations d'affaires avec la dame qui ont fini par l'enlever. Initialement, les deux messieurs que vous voyez ont pris pour habitude de kidnapper les jeunes dames. Après les avoir attaquées dans les réseaux sociaux, leur miroite un avenir meilleur, avec des bonnes promesses. Tantôt des promesses d'amour, tantôt des promesses d'affaires. Edith Tatan, dont les cris de détresse après son kidnapping et la demande de rançon ont touché les cœurs les plus rebelles, raconte sa mésaventure. On m'a kidnappé, je n'ai pas dans la rue, tout de suite on a kidnappé ma vie en danger, papa Jenny. S'il te plaît, ma vie en danger. Ma vie en danger. Fais quelque chose, on demande 5 millions, avant de me libérer. J'ai ouvert mon Messenger un jour. J'ai vu les messages que quelqu'un m'a écrit. Je ne le connaissais même pas. Et puis, je rentre dans son profil. Je regarde les gens qui sont dans son profil. Je vois quelques femmes que je connais, au moins 10 personnes. Je dis que n'importe comment, peut-être la personne me connaît. 4 jours sont passés, il m'écrit encore. Je lui réponds, je ne vous connais pas. Il me dit parfaitement, moi je vous connais. Regarde mon profil. Je dis que je ne vous connais pas. Il me dit, j'ai un marché que je voulais que tu m'aides à te proposer. Je dis, le marché de quoi? Il me dit, le marché de la restauration. J'ai ma dalle que je vais couler à Api, au quartier Api, à Yaoundé. Kopa Tokwa Williams, dont la femme venait de contracter un crédit à hauteur de 6 millions pour entamer un projet agricole, mène une double vie. Son téléphone exploité justifie son pseudonyme Don Juan. Près d'une 60aine de bébés dans les 10 régions du Cameroun, notamment des femmes mariées sont tombées dans le piège de ce beau parleur. Tu vois, il dit,
Recule-toi là-bas. J'ai dit que me recule comment, tu m'as déjà donné la feuille et je vais écrire. Il me dit bon. J'ai dit la dalle c'est pour combien de personnes? Il me dit 10 personnes. Là où il me pousse dans la chambre qui était au fond. Il me dit enlève ton pantalon, tu t'assois. Moi en état de faiblesse avec les couteaux, je ne pouvais plus discuter. J'ai enlevé mon pantalon. C'est là où il a attaché mes mains, il a attaché mes pieds. Il me dit, il y a qui que tu peux l'envoyer le message pour dire qu'on t'a kidnappé, pour qu'on donne la rançon. Comme matériel d'appui dans sa salle besoin, du Viagra et d'une don pour permettre une parfaite érection, des lubrifiants et un anesthésique inhalatoire qui va endormir la cible et enfin, ce couteau empoisonné. Patrimoine culturel, plongeons au cœur des traditions dans la région de l'Adamawa, dans la ville de Maïganga, le département de Mbérez, qui célèbre avec ferveur le 22e anniversaire d'intronisation de Sa Majesté Moussa Sabo Bouba, un événement haut en couleur qui ravive l'héritage culturel et l'histoire du peuple. Pour plus de détails, suivons Roméo Benyala. Maïganga vibre au rythme des célébrations marquant le 22e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Moussa Sabo. Un événement qui dépasse le simple cadre festif, plongeant ainsi la ville de Maïganga et le département du Mbéré dans la région de la Damawa au cœur de leur histoire et de leur tradition. Sa Majesté sénateur Moussa Sabo, né le 9 novembre 1955, a hérité du Lamida de Maïganga le 28 février 2003, devenant ainsi le 8e monarque d'une lignée ancestrale, mais son influence ne s'arrête pas aux frontières de son royaume. En effet, il est également sénateur, un poste qu'il occupe depuis 2013 et qu'il a conservé au travers de 3 législatures. Cette double casquette, rare et significative, témoigne de son engagement à la fois envers son peuple et envers la nation camerounaise. Quand le président de la République, je ne suis pas dans sa tête, mais l'attitude qu'il a choisi 30 personnalités et le choix qu'il fait, il cherche évidemment des gens qui vont certainement venir l'aider par des conseils. Et c'est à ce titre qu'il nous a fait honneur à quelques chefs. Classé Lamida de premier degré, Maïganga occupe une place prépondérante dans le paysage traditionnel de la Damawa. Son histoire, riche et complexe, est intimement liée à celle de la région du Cameroun. Sous l'autorité de Sa Majesté Moussa Sabo, le Lamida joue un rôle essentiel dans la préservation des traditions, la promotion de la culture et le maintien de la cohésion sociale. Les festivités ont débuté dès l'aube au son des griots, gardiens de la mémoire de la tradition. Après la prière du vendredi à la grande mosquée, lieu de spiritualité et de rassemblement, les dignitaires se sont réunis dans le salon royal, symbole du pouvoir, de la continuité, un moment de partage et de recueillement où se mêlent ferveur populaire et solennité protocolaire. La journée de vendredi est consacrée pour la grande prière. Et puis c'est le jour de rassemblement où les notabilités, les princes se retrouvent auprès de Sa Majesté pour lui rendre allégeance et lui rendre compte de tout ce qui peut, tous les faits survenus au courant du mois ou de la semaine dans son Lamida. Sur l'histoire et l'avenir du Lamida de Maïganga, un règne marqué par l'engagement, la sagesse, le respect des traditions qui a fait de Sa Majesté une figure emblématique de la Damawa. Aux jeunes fonctionnaires, mes frères et sœurs, votre matricule n'est pas un laissez-passer pour l'inconstance. Le sérieux affiché dans la galère ne doit pas s'évaporer avec le salaire de fin de mois qui vous rend parfois rare, insolent et voire même injoignable. Changez cette attitude, votre professionnalisme doit être constant, pas une monnaie d'échange. Fin de cette édition signée 20h sur Camnus 24 et ITFM 103, émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous demain, Kaïsera 20h.